Salut à tous et bienvenue sur Psyturie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et plus précisément un book haul, c'est-à-dire une revue rapide de livres que j'ai commandés mais que je n'ai pas encore lus. En gros, c'est une vidéo unboxing mais avec des livres. Et avec toutes les restrictions sanitaires encore en place, j'ai craqué pour une grosse commande chez Verso Books. Verso, c'est une maison d'édition anglophone qui est basée à New York et à Londres et qui a été fondée en 1970 par des membres de la New Left Review. Et pour être plus précise, la New Left Review, c'est une revue de sciences politiques britannique, plutôt d'orientation marxiste, qui a joué et qui continue à jouer un rôle majeur dans les milieux universitaires anglophones de gauche. C'est une revue dans laquelle ont écrit ou ont été traduits des figures tout à fait remarquables de la pensée contemporaine de gauche, comme Lacan, Derrida, Noam Chomsky, Judith Butler, Edward Said, Slavoj Žižek. Puis là, je vous donne juste les noms un petit peu clickbait, hein, mais en vrai, il y en a beaucoup d'autres et vraiment, c'est du très gros calibre. Et tout ce beau monde, on le retrouve sans surprise dans les éditions Verso. Politiquement, Verso, c'est une maison d'édition qui ratisse plutôt large. On trouve majoritairement des auteurs marxistes et apparentés, de la gauche radicale, des communistes, des socialistes, même un petit peu d'anarchistes, même si c'est pas vraiment le cœur de la maison d'édition. Mais bon, qu'on soit intéressé par l'économie, les relations internationales, le féminisme ou l'écologie, c'est tous globalement des auteurs anticapitalistes de gauche. D'ailleurs, si vous seriez intéressé que je fasse une vidéo panorama des maisons d'édition qui sont engagées anticapitalistes et à gauche, franchement, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être une vidéo assez intéressante à faire. En tout cas, Verso, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même une grande diversité d'auteurs et d'autrices qui ne sont pas toujours d'accord entre eux, voire qui ne sont pas du tout d'accord entre eux, ce qui est bien parce que ça apporte de la diversité un petit peu à la maison d'édition. Même chose pour les sujets, hein, c'est plutôt éclectique, même si on va pas se mentir, ce sont quand même les sections sciences politiques, sociologie, histoire et relations internationales qui sont les plus fournies. Si on parle des livres en tant qu'objet, ben globalement, moi je trouve que leurs couvertures sont plutôt jolies, ce qui est toujours appréciable, et enfin leur catalogue se renouvelle assez régulièrement, ce qui, là aussi, est plutôt appréciable. En plus, il y a souvent des promotions sur leur site internet, et niveau livraison, moi j'ai jamais eu de problème, donc franchement, allez y faire un tour. Par contre, le seul bémol du coup, mais qui n'est pas vraiment un bémol, c'est que Verso ne publie que en anglais. Donc, il faut quand même que vous soyez un minimum à l'aise avec la langue. Mais cela dit, dans certains cas, le livre existe en français, mais dans une autre maison d'édition. Donc faites toujours une petite recherche internet avant, parce qu'on ne sait jamais. Mais passons un peu à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire, les livres. Qu'est-ce que j'ai commandé comme livre ? Premièrement, j'ai commandé Hémisphère de gauche de Ramji Kochaian, dont j'ai déjà fait une revue sur cette chaîne. Je pense que le lien, je le mettrai dans la description ou en haut de la vidéo, mais vous pouvez le voir et moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je voulais la voir dans ma bibliothèque. Ensuite, on a Future Histories, donc Histoire future dans la langue de Molière, de Lizzie O'Shea, qui est une avocate, une écrivaine et une journaliste américaine. Donc en gros, ce livre s'intéresse aux nouvelles technologies, mais d'une manière un petit peu originale. Donc en fait, pour pouvoir comprendre notre monde actuel avec ses algorithmes biaisés, ses logiques de surveillance et tout un tas d'autres dynamiques tout à fait néfastes où on est finalement contrôlé complètement par les GAFA, l'autrice décide de se tourner non pas vers le futur, mais vers le passé. Et donc à travers des événements comme la Commune de Paris, l'époque victorienne ou même la Révolution industrielle, nous pourrions acquérir des outils tout à fait essentiels pour porter un regard plus critique finalement sur Internet et le monde numérique. Et donc moi je l'ai pris parce que je trouve ça absolument passionnant en fait, notamment quand on creuse un peu l'histoire d'Internet, de voir un peu la vision qu'avaient les personnes au tout début, les gens qui pensaient en fait ce que serait Internet dans les décennies à venir et qui finalement avaient une vision beaucoup plus, certains diraient utopiste, moi je dirais juste anticapitaliste et beaucoup plus même inspiré par des principes en fait de partage et d'entraide et de communauté qui étaient beaucoup plus marqués en fait que ce qu'on a actuellement avec les grandes entreprises de la Silicon Valley. Donc moi ça m'intéresse de penser un petit peu l'informatique et Internet au XXIe siècle. Ensuite, j'ai acheté Mine planétaire
écrit par Martin Alboreda, et qui est un politologue, je pense qu'il est chilien, en tout cas il est à l'université de Diego Portales à Santiago de Chile. Donc en fait le livre cherche à penser le développement inégal des inégalités, à travers l'analyse des chaînes de production de l'industrie extractive, en particulier de l'industrie minière. Parce que l'industrie minière, c'est pas juste les fosses ou les puits, c'est vraiment l'ensemble en fait des réseaux d'infrastructures, de la main-d'œuvre et des flux financiers même, donc de flux qui semblent immatériels, qui permettent voilà, la production, la circulation et la vente en fait, des ressources naturelles qui alimentent l'économie capitaliste. Là aussi, je vous conseille de visionner ma vidéo que j'ai faite, qui maintenant date un petit peu, mais qui me paraît encore plutôt bonne, sur l'extractivisme, en tout cas sur une introduction au concept d'extractivisme, qui m'intéresse d'autant plus en fait que c'est le sujet de ma thèse en sciences politiques actuellement, parce qu'en fait je travaille sur les coalitions de mouvements sociaux qui sont opposés à l'extraction minière, notamment dans des territoires autochtones au Canada. Donc évidemment, ce genre de choses, c'est un petit peu ma came, quoi. En tout cas, on verra si je vais y apprendre quelque chose de peut-être un peu différent. J'ai très hâte. Et j'ai aussi acheté Léviathan climatique, une théorie politique de notre futur planétaire. C'est écrit par deux géographes, Joel Wainwright et Geoff Mann, qui travaillent, ma foi, à l'université de Simon Fraser et à l'université d'État de l'Ohio, donc des Américains. Et en gros, c'est une tentative de repenser la théorie politique, la théorie classique de l'État en fait en sciences politiques, à l'aune des changements climatiques et finalement de la faillite totale du système capitaliste à réussir en fait à atteindre les objectifs que eux-mêmes se sont fixés par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et apparemment donc c'est un livre exécuté de manière élégante selon Andreas Malm, dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, ça m'étonnerait, qui propose apparemment une manière radicale de penser la façon dont les changements environnementaux vont intensifier les défis actuels de nos sociétés. Mais bon, j'espère qu'au-delà d'un constat un petit peu peut-être déprimant, hein, qu'on se prend un petit peu tout le temps dans la figure lorsqu'on traite des changements climatiques, j'espère que ce livre va nous donner un petit peu peut-être des solutions, ou en tout cas des moyens de penser de manière intelligente notre résistance collective face finalement à la destruction environnementale provoquée par le système capitaliste actuel. Un autre bouquin que j'ai acheté, c'est celui-ci qui est tout mignon, tout petit d'ailleurs, qui s'appelle 24 heures sur 7, le capitalisme tardif et la fin du sommeil. Donc ce livre parle des conséquences de la culture capitaliste sur notre rapport au temps, que ce soit par nos routines, l'optimisation accrue de nos emplois du temps, l'optimisation de nos journées même en fait, nos agendas, voilà, notre volonté de tout contrôler par la technologie. Et en fait, selon l'auteur, en fait, c'est une culture qui nous pousse à finalement être tout le temps actifs et qui est très nocif pour notre manière en fait de socialiser, de former nos communautés et de nous exprimer même politiquement. Donc c'est pas sans conséquence apparemment. Pour lui, c'est même un truc qui finalement détruit en fait notre qualité de vie humaine. Et dans cette optique, en fait, il a une vision un peu marrante puisque du coup, il décrit comment le sommeil humain est intrinsèquement en fait incompatible avec la culture capitaliste et finalement constitue une sorte de refus naturel des logiques productivistes par notre corps. Donc étant une personne qui manque parfois un peu de sommeil, je pense que ça va me faire du bien un petit peu de prendre un peu de recul sur ça. J'ai aussi acheté un livre qui a été particulièrement influent lors de sa sortie, qui s'appelle Hégémonie et stratégie socialiste vers une radicalisation de la démocratie. Il est écrit par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, et si vous avez vu ma vidéo sur Chantal Mouffe, vous avez globalement compris les grands énoncés qui seront dans ce bouquin. Il faut savoir que Verso réédite très souvent des piliers en fait de la pensée politique contemporaine de gauche, et donc c'est vraiment pas mal parce que c'est pas les livres les plus chers généralement, parce qu'ils sont vieux tout simplement. Et en fait, c'est un bon moyen de se faire un petit peu sa culture de gauche, en tout cas sa culture de littérature critique de gauche. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'encore une fois, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui sont d'accord avec Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, et il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Mais en tout cas, c'est particulièrement intéressant de revenir parfois aux bases pour un petit peu comprendre le monde d'aujourd'hui.
En tout cas, moi j'aime beaucoup les travaux d'Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Je trouve que ça permet vraiment de donner un horizon stratégique vraiment très intéressant pour les partis de gauche, et notamment de gauche radicale. Car Mouffe et Laclau, ils sont vraiment entre les deux en fait. Ils sont pas du tout en mode on va faire la révolution de manière un peu fracassante. Ils y croient pas. Ils pensent que c'est quand même que c'est un petit peu trop romancé et que généralement ça ne donne pas vraiment les résultats escomptés finalement. Et en même temps, ils sont absolument pas des socialistes réformistes comme on peut en trouver maintenant actuellement en France dans le Parti socialiste par exemple. Et en tout cas, je trouve ça particulièrement intéressant comme point de vue à gauche. Et au moins, même si on n'est pas d'accord, je pense que ça vaut quand même le coup de lire, au moins pour se faire une idée. J'ai aussi acheté ce joli livre qui s'appelle Le dernier néolibéral, Macron et les origines de la crise politique française, écrit par Bruno Amable, qui est professeur d'économie politique à l'Université de Genève, et Stefano Palambarini, qui est professeur adjoint d'économie à l'Université Paris 8. Donc ce livre, en fait, c'est une analyse de la crise politique française actuelle, qui est caractérisée par finalement l'éclatement des blocs sociaux traditionnels de gauche et de droite. Ce qui ne veut pas dire, attention, que les clivages gauche-droite n'existent plus. Oui, je te vois derrière ton écran, Jean-Michel centriste. Donc les auteurs vont tenter de démontrer comment la présidence de François Hollande a marqué finalement l'échec définitif de concilier la base sociale de la gauche avec le projet néolibéral. Et du coup, pourquoi une politique centriste en France est vouée, selon les auteurs, à l'échec. Donc la couverture et le titre sont assez évocateurs, le dernier néolibéral, du coup qui range Macron aux côtés de figures comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher, à qui finalement il emprunterait à la fois la rhétorique libérale, mais aussi la rhétorique autoritaire. Et c'est drôle parce que pendant un temps, en fait, moi-même, en fait, je voulais écrire un livre sur l'idéologie politique de Macron, particulièrement par rapport aux mouvements sociaux, en fait, par rapport au positionnement de Macron par rapport aux mouvements sociaux. Mais avec le doctorat et tout un tas d'autres choses, finalement, j'ai pris beaucoup de notes, mais je n'en ai encore rien fait. Donc, on va voir si ce livre est le livre que j'aurais pu écrire. Voilà. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci, La démocratie réactionnaire, comment le racisme et le populisme d'extrême droite sont devenus mainstream. C'est écrit par un politologue, Aurélien Mondon, et par un criminologue, Aaron Winter. Et là, je suis en train de le lire, c'est vraiment absolument passionnant, on en fera une revue pour sûr, mais du coup, je vais vous lire la 4e de couverture pour vraiment capter de manière claire et précise le propos de l'auteur. Ce que Aurélien Mondon et Aaron Winter appellent la démocratie réactionnaire, c'est un phénomène qui est devenu particulièrement visible dans les récentes années, c'est-à-dire le détournement des normes et des idées démocratiques à des fins réactionnaires. La résurgence du racisme, du populisme et de l'extrême droite n'est pas le résultat d'un désir populaire, mais bien des intérêts de l'élite qui manipule ainsi les médias et la classe ouvrière. Cela a renforcé l'extrême droite et à augmenter les inégalités en détournant les gens des véritables enjeux et des alternatives radicales au statu quo. Et on va pas se mentir, dans une période où on se fait traiter d'islamo-gauchiste ou d'ennemi de la République dès lors qu'on a le malheur de parler de racisme systémique, le propos de ce livre me semble très important à explorer. Donc voilà, c'est une jolie collection que je me suis achetée. Donc on verra lesquelles sont les plus appropriées pour une revue sur la chaîne. Sinon je pourrais aussi faire une vidéo où on passe plus rapidement que d'habitude sur le propos de chacun des livres. Mais quand même, je pense qu'il y en a certains qui se prêteront vraiment très bien à une revue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire tout le barda, donc à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles lectures afin de penser et repenser le monde.